En 1961, Maximilien Brogmann part pour son deuxième grand voyage, celui qui va le marquer pour la vie. Cap sur Djanet, à l'extrême sud de l'Algérie, encore française, avec pour but la rencontre avec les nomades Touaregs. Avant de partir, Maximilien a suffisamment économisé pour acquérir une caméra Bolex 16 mm ainsi qu'un enregistreur Nagra à manivelle et 2 Hasselblad 6.6, la Rolls de la photographie. Arrivé à Djanet, il s'achètera 6 chameaux, sans lesquels il n'aurait pu accompagner les Touaregs, les ombres bleues du Tassili comme il les appelle, sur leur piste de silence, de solitude et de liberté. J'ai vécu une année avec mes 6 chameaux au Sahara, j'étais heureux comme un roi. Une année comme ça, je ne peux plus jamais le refaire, quoi. Oasis de Djanet, novembre 1961. L'aéroport consiste en une unique piste de sable, pas d'aiguillère du ciel, pas de tour de contrôle. L'appareil militaire français est un Nord Atlas, capable d'emporter 3 tonnes de charge. Courrier, légumes, viande et petits matériels destinés aux militaires et aux fonctionnaires français. Dominé par le fort Charlet, Djanet se compose de 4 villages, ici celui d'Azelloise, réputé pour la beauté de ses femmes. Le village d'El Mihan est connu pour posséder la plus belle palmeraie. Chaque village dispose de son propre minaret. Le vendredi, celui d'Adjahil accueille tous les fidèles, hommes bien sûr, de la bourgade, qui compte 507 habitants. Au revers de la mosquée, le Taleb, le maître spirituel de la communauté, accueille à l'école coranique les enfants mâles. Au menu, apprentissage de l'écriture et récitation du Coran. Dans le désert, plus que partout ailleurs, à Maniman, l'eau, c'est la vie. Djanet compte 69 sources. L'irrigation communautaire provient de puits dans lesquels plonge le delou, récipient de cuir hissé par traction animale qui se déverse selon un système de répartition, la séguia, accepté par chacun des utilisateurs. Pour remonter l'eau du puits, pas de cheval, de chameau ou d'âne, mais un unique zébu, amené voilà de nombreuses années par des caravaniers venus du lointain Niger. L'eau permet de cultiver le blé, l'orge, le maïs, le mil, les oignons, les lentilles, les tomates, les radis, les pastèques, ainsi que quelques figues, oranges et pamplemousses, parfois même des pêches ou du raisin, survivance du temps où le Sahara était vert. Le blé local pousse moins haut et moins dru que celui d'Europe et donne des grains plus petits. Autre ressource essentielle, les dattes, nourriture de base des Touaregs.
Traditionnellement, les palmiers dattiers appartiennent aux femmes. Chacun peut produire jusqu'à 50 kg de dattes. La récolte se fait en novembre. Tout est utile dans le palmier. Ses feuilles, ses fibres, son bois et ses fruits, bien sûr. Après concassage, même les noyaux sont utilisés pour la nourriture des chèvres. Autre aliment important, le mil, qui pousse dans les terres les plus pauvres de toute la zone saharienne et sahélienne et qui provient originellement de Chine. Souvent mélangé aux dattes et au lait de chamel pour la confection du tarkit, le mil doit être préalablement pilé dans un réceptacle de bois, le tindé. On l'utilise aussi, assorti de tomates séchées, pour confectionner une variété de soupe à base de pâtes, la shorba. L'eau est également indispensable à la production des briques. Chacun fabrique celle dont il aura besoin en prévision de son mariage, pour la construction de sa propre maison ou pour son agrandissement, au rythme des naissances. La terre, le sable et l'eau nécessaires à la confection des briques se trouvent aisément dans l'oasis. Le gypse, lui, se cache au plus profond de la montagne, dans des grottes où chacun va se servir selon ses besoins. ملك ملك ملي لي 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 هذا قوندا خليادا مادا قوندا سرسر نيتي ولا كنيكو دمبل دمبا سكسكاشكي كاولي في لي زوا دمبلي في لي زوا تم 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 زقي 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 كلمنا أمرقنا تورورو تالو تابرا تنقرا تلك تمسة المعصي ومن معصي ذكري أحكوكوكو إنا مزا إنا مزا والترهيم مدننا مدننا إنا مزا مدننا يفاوتو التيمة كلابا ويدا فرجان تمون ماس Tandis que les hommes se chargent des briques et du gypse, les femmes vont couper dans l'oued les hautes tiges de djéride. Ces roseaux qui, séchés puis disposés en palissade, retenus par les feuilles tressées du palmier, porteront le joli nom de seriba et serviront à délimiter la cour et à se protéger du vent. C'est dans la cour, justement, que se retrouvent les femmes de la famille et du voisinage pour participer à l'assemblage d'épaisses couvertures bien nécessaires à la saison froide et faites de tissus usagés tendus sur un tas de sable pour en faciliter la couture. Découpées en lanières, puis tressées, les feuilles du palmier servent à fabriquer corbeilles, paravents et chapeaux. Tout est bon dans le palmier, même sa fibre est utilisée pour la fabrication de cordes, en particulier pour entraver les chameaux. C'est généralement le travail des enfants, plus souple et donc plus à l'aise pour se servir de leurs mains et de leurs pieds. Mains et pieds qui sont également mis à contribution pour d'homériques et joyeuses bagarres, à l'image de celles de tous les enfants du monde. Paradoxalement, et malgré le nombre de palmiers, l'une des denrées essentielles que ne fournit pas l'oasis, c'est le bois. Après chaque crue, il faut aller chercher le bois mort, à dos de chameau, dans des oueds de plus en plus éloignés. Le bois est ensuite revendu aux habitants de l'oasis qui l'utilisent pour se chauffer sommairement, faire cuire la nourriture et confectionner le thé.
Régulièrement, en hiver, des caravaniers venus du lointain Niger apportent, après un voyage de près d'1 mois, les denrées et ustensiles qu'on ne produit pas dans l'oasis, tissus indigo venus du Nigeria, sel, sandales et autres objets de cuir, et aussi moutons destinés à la boucherie. Selon les années, on peut ainsi compter jusqu'à une quarantaine de caravanes, nombre qui peut tomber à une demi-douzaine les années sèches, les chameaux ne parvenant pas alors à accumuler les ressources nécessaires à cette traversée de 800 km dans chaque sens. En échange des produits apportés du sud, les sédentaires de l'oasis proposent leur surplus de dattes et de céréales, ainsi que du sucre et du thé apportés par camion du nord de l'Algérie. Et lorsque se terminent les échanges, le son de l'imzad, violon à une corde joué par les femmes, vient ponctuer le rituel du thé, en gage d'hospitalité et de fraternité saharienne. Ce sont les femmes elles-mêmes qui fabriquent l'imzad et qui en jouent. Une demi-calebasse tendue d'une peau de chèvre, un manche de bois, une unique corde de crin de cheval, sur laquelle vient frotter la corde du même crin, tendue par un archet de bois de laurier rose. Pour les Touaregs, le son de l'imzad est à la vie ce que l'âme est au corps. Les festivités du mariage durent une semaine. Au soir du premier jour, au son de leur ganga, une ou deux femmes appellent les autres femmes du village à se rassembler dans la palmeraie. Chacune se part de ses plus beaux tissus indigo, de ses plus beaux bijoux d'argent, jamais d'or, qui porte malheur, dit-on. L'après-midi du deuxième jour, les femmes se retrouvent et passent de maison en maison, leur enfant sous le bras, dans une atmosphère de grande liesse et de grande exaltation, tandis que, loin des regards, les hommes tiennent compagnie au futur mari. Aujourd'hui encore, seule la mariée fait sa première apparition. Elle se prénomme Gemma, elle a 22 ans. Seul homme présent parmi les femmes, le joueur de haïta, sorte de hautbois sans lequel les musiques perdraient beaucoup de leur sel. Le troisième jour, enfin, le mari, Mokhtar, 24 ans, apparaît aux côtés de sa bien-aimée. Le mariage a été consommé la nuit précédente. L'espérance de vie des hommes étant plus courte que celle des femmes, Gemma se remariera peut-être dans une quinzaine d'années, avec moins de faste, bien évidemment. Pour stimuler les conteuses chargées de vanter les mérites des mariés, une matrone récolte quelques billets. Ainsi se termine la troisième de ces 7 soirées de fête. Il y en aura encore 4 avant que la vie quotidienne puisse reprendre ses droits.
Fin 1961. Dans moins d'un an, l'Algérie sera indépendante. Ici, aucun effet, aucun écho de la guerre que mène au nord du pays le FLN contre la France coloniale. Rituel immuable, les autorités militaires françaises passent en revue la compagnie méhariste du Tassili. Selon leur tenue, on distingue parmi les méharistes les Touaregs en costume de parade noir, les Chambas arabes en blanc venus du nord et les militaires français portant képi. Les Touaregs s'engagent comme méharistes par un simple contrat avec l'armée française, révocable immédiatement à la seule demande d'une des deux parties. Ils doivent se présenter avec 2 chameaux et leur harnachement. Seuls le fusil et les munitions sont fournis par l'administration. Contre une partie de leur modeste solde, les méharistes achètent à leurs frais chaque mois leur ration de blé, de pâtes, de semoule, de sucre, de thé, d'huile, ainsi que 5 boîtes de sardines et un morceau de savon. En ordre de marche, la compagnie compte 68 chameaux. Au lendemain de la revue, c'est le départ pour les montagnes. Le chameau est en réalité un dromadaire puisqu'il n'a qu'une bosse dans laquelle sont accumulées les réserves énergétiques. Quant à l'eau, il peut en ingurgiter d'un seul trait une 50aine de litres, de quoi tenir jusqu'à 3 jours sans boire. Au nord-est, au-delà du défilé du Tafilalet, la compagnie gagne le plateau du Tassili. Région aride et inhospitalière, première nuit au pied des clochetons du Tamrit. Le rôle des compagnies méharistes créées en 1894 fut d'abord militaire, pacification des Touaregs, surveillance des frontières. Cependant, la présence de nombreux engagés Touaregs permit aussi peu à peu de porter aide et assistance aux populations civiles nomades. Traditionnellement, les Touaregs vivent sous le régime du matriarcat. Le premier campement rencontré appartient à la tribu Kel Medak, une trentaine de personnes dont beaucoup d'enfants. La plupart des hommes sont au pâturage, les femmes assurent l'enseignement oral des enfants. Chez les Touaregs, la femme jouit au sein de la tribu d'importantes prérogatives. Sur ses épaules repose la responsabilité de la bonne marche du campement. Jointe à la grande liberté qui lui est accordée, cette responsabilité a pu faire de certaines femmes de véritables chefs. Cette influence remonte au temps où les guerriers Touaregs, sans cesse à l'affût de pillages, devaient laisser pendant de longs mois, isolés dans la montagne, tous ceux qui ne pouvaient participer à la razzia. Le déplacement du groupe dépend des pâturages nécessaires aux chameaux, aux chèvres et aux rares moutons. Nomades, les Touaregs assurent cependant la production artisanale, dans des conditions particulièrement précaires et archaïques, de différents objets du quotidien, à commencer par les cadenas, pinces, boucles, bijoux et parures d'argent. Maître du feu, le Malem tient une place à part. Membre de la caste des forgerons bijoutiers, il est admiré et craint des autres membres du groupe. L'argent, en principe issu d'anciennes pièces de monnaie autrichienne, est fondu dans de minuscules gobelets de terre cuite. Actionné par 2 personnes, le soufflet est fait de peau de chèvre. Le forgeron installe toujours sa tente un peu à l'écart des autres. Son outillage, particulièrement sommaire, permet de produire et reproduire des pièces traditionnelles. Le Malem est un perpétuateur, pas un inventeur.
Dans le monde très fermé des Malem, les secrets de fabrication se transmettent de père en fils. L'apprentissage commence tôt, entre 8 et 10 ans. Le bijou est généralement fabriqué sur commande. Le polissage se fait dans le sable humide. C'est ensuite le temps qui donnera la patine finale. Même les clés et les cadenas prennent généralement des allures d'œuvres d'art. Le Malem n'oublie ni les femmes, ni les chameaux. Si le travail du métal est l'apanage des hommes, ce sont les femmes qui travaillent le cuir, ici un tashkrit, pendentif de ceinture. Pour les plus belles pièces, elles acquièrent le cuir tanné auprès de caravaniers venus du sud. Les dessins, géométriques, appartenant à la tradition berbère, se retrouvent en particulier sur les tassoufras, sacs de transport décorés qu'on arrime au flanc des chameaux. Autrefois composée de peaux de mouflon, la tente est désormais fabriquée avec des bandes de poils de chameau tissées. Plus loin, à l'est, en direction de la frontière libyenne, le puits est un point de passage obligé pour les tribus nomades. Son eau, profonde, est pure et abondante. Le vent chaud de Libye souffle souvent de l'est, spécialement au printemps. Le delou, plongeant dans le fond du puits, est fait de peau de chèvre, comme d'ailleurs les outres dans lesquelles l'eau est rapportée à dos d'âne jusqu'au campement. Détail surprenant, les grands sacs de peau de mouflon dans lesquels on transporte les réserves de grains sont préalablement emplis de sable et consciencieusement bourrés à coups de pilon pour en augmenter la capacité et la souplesse. Très tôt, les enfants sont associés aux activités nomades. Les garçons s'entraînent à monter les chameaux, les fillettes à emmener les chèvres jusqu'au maigre pâturage. Sur place, elles s'essaieront à filer sur leur étrange quenouille leur première pelote de poils de chèvre, indispensable à la fabrication des cordes. Le lait des chèvres est utilisé pour l'élaboration d'un excellent fromage, d'autant plus facile à transporter qu'il est plus sec. Le cuir ne sert pas qu'à confectionner sacs et parures. Patiemment et précisément découpé en fines lanières, il est aussi utilisé pour assembler les tiges séchées de joncs récoltés dans les oueds, à l'aide desquelles est confectionné l'issabeur, sorte de paravent haut d'1 mètre, long de plusieurs, qui protège l'intérieur de la tente et peut être roulé pour le transport. Rien ne se perd. Avec de vieux chiffons, de vieux bouts de fil récupérés çà et là, les femmes façonnent des tapis de sel qui, même s'ils servent à un usage quotidien, se doivent d'être délicatement décorés. La fabrication d'outils de bois est plus un passe-temps qu'un véritable travail. La mouture du blé est en revanche une activité longue et pénible réservée aux femmes. La meule de pierre, lourde de plusieurs kilos, est transportée à dos de chameau.
Le pain des Touaregs se nomme la taguela. Pâte pétrie en forme de larges galettes, sans levain, étalée sur le sable brûlant puis recouverte d'un mélange de sable, de braise et de cendre, la taguela est cuite en une quarantaine de minutes, 2 fois 20, après retournement. Les groupes de nomades sont appelés des riem et se composent de membres ayant entre eux des liens de famille, à l'exception de quelques serviteurs noirs venus du sud. Dans la journée, hommes et femmes se séparent, y compris pour les repas. Les enfants restent bien sûr avec les femmes. On se rend parfois visite d'un campement à l'autre, à dos de chameau bien entendu. Les enfants sont généralement les premiers à accueillir les visiteurs. Ils vivent sans contrainte et ne connaissent au mieux qu'un ou deux caractères de l'écriture touareg, le tifinagh. Ils ne dessinent pas, la représentation de toute création de Dieu étant interdite. Toute visite est l'occasion de manifester l'hospitalité et de partager un repas. Lorsqu'il s'agit d'invités de marque, il arrive qu'on tue un chameau dont la viande, molle et résistante à la fois, nécessite une longue cuisson. Mais l'abattage d'un chameau reste l'exception, l'usage voulant qu'on tue plutôt une chèvre ou parfois un mouton. Apporté d'Alger à Djanet par camion, le sucre est ensuite transporté à dos de chameau sous forme de pain conique. Pour la préparation du thé, on utilise d'importantes quantités de sucre, ce qui explique en partie la piètre dentition des Touaregs. Le thé est bu séparément, femmes d'un côté, hommes de l'autre. La seule activité des hommes consiste à mener leurs chameaux au pâturage. Pour le reste, ils passent leur temps dans l'oisiveté la plus complète, restant de longues heures à palabrer gravement ou à s'affronter en toute sérénité lors d'infinies parties de dames, cailloux blancs pour un camp, crottes de chameau séchées pour l'autre. De leur côté, femmes et enfants s'adonnent à des activités plus prosaïques. L'extermination des inévitables poux en fait partie. Seule rencontre des deux sexes, la cour d'amour pratiquée à la nuit tombante. La femme courtisée jouant langoureusement de l'imzad est entourée d'un nombre indéterminé de soupirants, parfois venus de loin, puisque certains, dit-on, usent jusqu'à 7 paires de sandales pour pouvoir se jeter au pied de la belle. Les Touaregs n'ont du temps qu'une notion fort vague. Ainsi, une fois tous les 10, 12, 15 ans, ils convergent, tous ensemble, vers un point unique, chaque fois différent, quelque part dans le Tassili. Leur but, le Choufan, la fête du chameau. En cet hiver 1961, le Choufan doit avoir lieu à Tarat, à 2 pas de la frontière libyenne. Quelques jours à peine, mais d'une grande intensité. Les premiers arrivés installent le campement progressivement. Arrivent ensuite
les grands chefs touaregs, arborant leurs plus belles tenues et retrouvant pour l'occasion des membres de la compagnie méhariste. Chacun ausculte jusqu'au plus petit détail, tout doit être parfait, c'est sa propre image, celle de sa famille, celle de sa tribu, celle de son peuple qui sont en jeu. Après le défilé officiel commencent les épreuves. Et d'abord, un parcours du combattant qui serait certes facile à effectuer par un cavalier, mais nécessite un long compagnonnage pour le méhariste et son chameau. Puis vient l'épreuve reine, la course. À l'issue de la course, les chameaux se raconteront leurs exploits tandis que vainqueurs et vaincus convergeront ensemble vers le grand méchoui commun. Plus tard, alors que les premières ombres se profilent sur le désert, ce sont les femmes qui vont entrer dans la danse, au propre comme au figuré. Et puisque la soirée qui s'approche marquera peut-être le plus important tournant de leur vie, il est bien naturel qu'elles mettent en valeur leurs plus beaux vêtements, leurs plus beaux bijoux, leur plus belle image. Car après le choufan, comme d'ailleurs après toute grande fête nomade, la journée va se terminer par le lougan, espèce de ronde de carrousel des chameliers encerclant les groupes de jeunes femmes dans l'espoir de découvrir parmi elles leur future épouse. Réunis en cercle, le visage dissimulé sous un voile qui les dérobe selon leurs caprices au regard des hommes, les jeunes femmes commencent à frapper en cadence et doucement sur les tambourins. Attirés par cet appel traditionnel, les hommes tournent lentement autour d'elles, retenant au petit trot leur monture dont le mors fait se recourber le cou comme un col de cygne. Le lougan est une cour d'amour. Si les jeunes filles les plus convoitées font mine de ne prêter aucune attention aux hommes, ceux-ci savent repérer à certains mouvements du voile l'intérêt que pourtant il suscite. La fête durera jusqu'au petit jour. Des couples se formeront et le recommencement d'une vie s'ébauchera dans ce Sahara immortel. Au petit matin, les Touaregs font baraquer leurs chameaux afin de faciliter la pose du bât et du chargement. Les selles viendront ensuite. Les toiles des tentes ont déjà été repliées, roulées, empaquetées. Nostalgie pour un coin de désert qu'on ne reverra pas de sitôt. Inch'Allah, dernier préparatif, derniers petits ajustements.
Voilà des centaines et des centaines d'années que les Touaregs tissent avec une nature hostile ces liens quotidiens faits d'efforts et d'amour. Des centaines et des centaines d'années qu'à la vie succède la mort et à la mort la vie. Insinué dans ce monde démesuré, l'homme se faufile sans cesse, cherchant les chemins, les puits, les pâturages qui furent déjà ceux de ses ancêtres. Éternel recommencement ? En apparence seulement. Car ailleurs, la terre tourne, le monde change. Un jour, inéluctablement, l'éternelle sérénité de cette vie nomade pliera, rompra peut-être, sous les assauts insidieux et répétés d'un fléau nommé modernisme. Quand ? En ce début de l'année 1962, nul ne le sait encore. Même islamisés, les Touaregs ont réussi à maintenir une société dans laquelle la femme tient sa place et son rang. Nulle soumission, respect mutuel. La liberté semble n'avoir pour limite que les conditions nécessaires à la survie. Chacun, chacune est responsable de soi-même parce que responsable du couple, de la famille, du groupe. Les enfants seront garants de l'avenir. Oui, mais quel avenir ? C'est le moment du départ. À l'échancrure d'un tallah, suffisamment haut pour que des animaux sauvages ne puissent y accéder, sont arrimés les surplus de bagages, de grains, de dattes qu'on retrouvera intacts au prochain passage. Le nouveau campement, ce soir, demain, dans une semaine, dépendra des puits et des imprévisibles pâturages. Ainsi se poursuit, en 1962, le manège sans fin des Touaregs du Tassili des Agères. Cette vie nomade résistera-t-elle encore longtemps aux frontières, aux progrès, aux évolutions climatiques ? Qu'en restera-t-il dans 50 ans ? Que restera-t-il de cette vie nomade dans 50 ans ? Cette question, Maximilien Brugmann se la posait, bien sûr, et nous la posions avec lui. Début 2009, nous avons donc décidé de retourner à Djanet, mais Maximilien, qui était encore revenu quelques années auparavant, ne se sentait plus la force ni la santé pour un tel voyage. 50 ans. Tout ou presque avait dû changer, pensions-nous. Le 4x4 avait sans doute remplacé le chameau, la multitude des touristes devait avoir pris la place des rares voyageurs. Avec Jean-Claude Bourgeon, nous nous sommes d'abord rendus au cœur de l'oasis, source de toute vie. Aujourd'hui, c'est l'ambiance du Djanet d'avant, c'est quelque chose de sacré ici. Ne serait-ce que parce que nous mettions nos pas dans ceux de Maximilien, oui, nous avions le sentiment d'avancer sur une terre sacrée. Tout y était si calme, si apaisé, hors du temps, hors du monde. Et pourtant, première surprise, les dattes sèchent sur pied. Plus personne ne les cueille, ou très rarement. Les jardins sont déserts, ou presque, comme si on n'avait plus besoin de leurs fruits pour vivre. 50 ans avant quand on n'a pas rien à manger, ça sert, c'est un jus de palmier. Tu vois, on le coupe les palmiers jusqu'au cœur, tu vois. Après, on fait un trou
on met une calebasse, tu vois. Là, de l'eau, comme il s'appelle, le jus qui coule dans la calebasse. Le soir, on vient récupérer, le matin, on va récupérer. C'est bon, c'est vitaminé, c'est bon. C'est pas la même chose. Avant, tu tires de l'eau toutes les journées avec une vache. Et maintenant, tu habites sur un bouton et tu fais un thé à côté. Tu l'attends. C'est bon. Avec l'électricité, il suffirait aussi d'appuyer sur un bouton pour moudre le grain et les lentilles. Mais jusqu'en ville, nombreuses sont encore les femmes qui préfèrent la meule à l'ancienne, comme dans le film de Maximilien et comme toujours depuis des millénaires. En ville, la voiture a remplacé les ânes. Du coup, le forgeron soude davantage de radiateurs que de fer à cheval. Et au but à gaz en plus. Mais il continue de fabriquer des bijoux traditionnels et la plupart de ses clients sont toujours des locaux. La totalité des motifs sont toujours des motifs touareg. Et là, surprise, nous rencontrons un vieux targui qui a accompagné Maximilien jadis. C'est la costume نوتي. الاستقلال لازم 20 سنه غردنا À peu près 20 ans. 20 ans. Et il l'a suivi quand il allait faire des photos? Oh oui Oui, il a suivi tout le temps. Au marché, les traditions se sont maintenues, plus vives encore. Tenez, voici un autre forgeron, mais ici, pas de but à gaz. Des braises sur lesquelles on souffle. Et on ne souffle pas n'importe comment. L'air est pulsé par deux de ces sacs faits de peau de chèvre, comme Maximilien en avait filmé naguère. Dans un autre des Ksours composant la ville de Djanet, autre surprise, autre découverte, au fond d'une cour, tendue sur un monticule de sable, une immense couverture que des femmes s'appliquent à broder. Exactement comme Maximilien les avait vus faire voilà un demi-siècle. Et toujours les mêmes rires, les mêmes palabres, les mêmes exclamations, hommes et femmes confondus. N'était que les hommes, eux, ne se sont toujours pas mis à la broderie. On connaît 1967, juillet, août, à Jeannette. Tu m'appelles? Oui. Avec Osman Didier. J'ai te connais à longtemps. Au revers de la colline, on fabrique toujours les briques à la main. Mais elles sont désormais en ciment. Et le problème, c'est pas le ciment, c'est l'argile qui existe à Jeannette. Il y a de l'argile normalement à Jeannette qui va faire des briques. Pourquoi le ciment qui est porté de 2600 km? Et ça, c'est une autre chose. Quelques kilomètres au nord-ouest de Djanet, un village que Maximilien n'avait pas filmé à l'époque, et pour cause, il n'existait pas. Il a en effet été construit pour sédentariser les nomades menacés par la sécheresse. Ici encore, la tradition s'est conservée. Les femmes continuent de fabriquer avec la même précision et la même rigueur les issabeurs destinés à devenir des paravents dans les campements nomades. Pourtant, le modernisme est à deux pas dans le village même, du côté des hommes, de leur 4x4 et de leur téléphone portable. La nouvelle génération. Nouvelle génération.
Querelle des anciens et des modernes, tous se retrouvent pourtant, avec ou sans téléphone, autour de l'inévitable thé à la menthe, préparé selon le rituel, immuable, prétexte à autant de palabres qu'il y a de jours dans l'année. À la différence de Maximilien Brugmann en 1961, nous ne disposions pas de 6 chameaux bien à nous. Et nous n'avions surtout que peu de temps. Faute impardonnable, certes, mais si répandue de nos jours. Du coup, c'est à bord d'un 4x4 flambant neuf que nous sommes partis à la rencontre du désert, de ses trésors préhistoriques et des nomades, de moins en moins nombreux, qui le peuplent encore. Tassili, musée à ciel ouvert. Pour l'heure, les visiteurs sont encore trop peu nombreux et suffisamment respectueux pour que ces sites rupestres ne courent pas de trop grands dangers. Mais certains lieux ont déjà été irrémédiablement dégradés, malgré les règles très strictes imposées par les autorités. Chacha, notre guide, a glané dans le désert les quelques rares branches et brindilles dont les braises permettront de faire cuire la taguela. Ce pain, que les Touaregs consomment de toute éternité, que Maximilien a filmé en 1961 et que nous allons partager maintenant à 1000 milles ou presque de toute terre habitée. Ultime rencontre de ce voyage, Ayoub, un Touareg kelmedak dont le père fut un des guides d'Henri Loth à la recherche des gravures rupestres du Tassili. Au début, on a quitté le plateau en mars 73. On a descendu, on est arrivé au pied du plateau Tafilelet, là-bas. On est installé là pendant toute l'année là. On est resté en 74. En septembre 75, c'est là qu'on est revenu exactement ici, là. On est arrivé ici. En 77, il aura plu sur le plateau. Moi, je fais partie des gens qui sont retournés sur le plateau. On est resté à 77, 78, jusqu'à 79. Beaucoup qui sont retournés encore sur le plateau. Encore sont retournés encore la sécheresse, sont revenus encore, parce qu'il y en a qui sont restés encore dans les Éribas. Le moment de la sécheresse, c'est le village qui sauve, quoi. Moi, je suis sûr et certain, si la pluie, il est comme il était avant, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, et la vie nomade, ça ne sera jamais changé. Parce que ça fait 5 ans qu'il n'est pas plu, mais autrement, avant ça, toujours l'année où il pleut, tu trouves la moitié des villages est vide. Hein. Surtout en été, presque tous les gens ils partent. Et dès qu'il y a la sécheresse, ils commencent à revenir à petit. Ils s'approchent à petit au village. Ils vendent un chameau, ils vendent un âne, ils vendent une chèvre, ils vendent la fromage, ils vendent le beurre, ils vendent des... Alors quand il y a la sécheresse, tout ça, ça creve. Alors ils n'ont plus rien, vous ne pouvez pas acheter même pour se nourrir, et pour s'habiller, pour tout. C'est ça, leur vie, c'est leurs animaux. Parce que si on continue de construire les usines dans les mondes, on construit des machins, c'est vrai, il y a plus la chaleur, il y a plus la sécheresse, il y a plus ça. Mais ça, moi, peut-être je le comprends, mais mes parents, si tu l'expliques ça, ils ne comprennent jamais. Ils disent que non, c'est la bonne Dieu, il est puni parce qu'il n'est pas gentil, c'est tout. Et le tourisme dans tout ça, est-ce que ça permet aux nomades d'attendre le retour de la pluie, ou est-ce que ça leur fait perdre un certain nombre de traditions, je dirais presque de valeurs? Ah non, c'est au contraire. Moi, je trouve le tourisme, c'est quelque chose pour moi qui encourage la vie nomadisme. Première de choses, vous voyez, dans mon village là, tu peux dire les 99% de guides de tourisme des Djanet,
ou des chameliers, ou des âniers, ils font partie de ces villages-là. Ils font partie des descendants des nomades. Et parce que ça leur fait, quand ils sont dans les voyages avec un chameau, ou avec les ânes, ou avec ceci, c'est comme ils vivaient avant, nomades. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont de l'autre côté. Ils tirent leur caravane comme avant, ils sarchent comme avant, ils déchargent comme avant. Ça leur permet, comme ils sont encore, en même temps, ils travaillent, en même temps, ils sont dans leur vie, comme ils ont été avant. Ils ont pas quitté leur vie. Ils sont heureux là. C'est ça. Ah non, moi je trouve le tourisme c'est quelque chose qui est très 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 bien. Le tourisme qui a jusqu'à actuellement. Moi je ne parlais pas de si le jour une des choses que je suis contre le tourisme des masses. Parce que maintenant ils nous parlent qu'ils vont faire les hôtels, les piscines, les machins. Ah ben ça c'est un tourisme que je voulais pas moi. Je sais que c'est un tourisme qui va changer la culture des gens, etc., etc. Mais le tourisme de maintenant, le tourisme saharien, c'est quelque chose vraiment qui adopte très bien avec la vie nomade. Un désert et des nomades dont les images ressemblent furieusement à celles qu'avait tournées Maximilien Brugman 47 ans plus tôt.